Bonjour à tous. Ce numéro de l'émission Esprit Politique est entièrement consacré à la conférence de presse de Kémi Séba. Kémi Séba, de son vrai nom Stélio Gilles Robert Kapochichi, a animé une conférence de presse le vendredi 26 juin 2020 pour donner sa position sur les manifestations contre la violence policière et le racisme en France et aux États-Unis d'Amérique. Face à la presse, Kémi Séba a tenu à lever des équivoques. Je vous remercie à tous. Je vous remercie tous d'être venus en tant que médias nombreux pour cet événement. On avait bien précisé que c'était uniquement une conférence de presse et pas un meeting. La conférence de presse aujourd'hui, organisée par l'ONG Urgence Panafricaniste, structure qui depuis des années se fait entendre sur le continent africain sur les questions relatives au néocolonialisme, à la France-Afrique, au franc CFA, mais aussi aux questions relatives à la justice sociale, a décidé de vous réunir aujourd'hui pour passer un message qui nous paraît extrêmement important pour notre communauté dans la diaspora, mais aussi la population africaine sur le continent, notre peuple, nos frères et sœurs dans les Caraïbes de manière générale. La thématique de la conférence de presse aujourd'hui est simple: Black Lives Matter, la conscience noire dans l'œil du cyclone mondialiste. Et nous allons nous expliquer de la manière la plus simple possible à ce sujet. Avant toute chose, il est nécessaire de préciser que nous sommes solidaires, ad vitam aeternam, de toutes celles et ceux, de tous nos frères et sœurs, qui luttent contre la négrophobie systémique et contre les bavures policières dont nous sommes l'objet. Nous sommes tous ici nés en Occident et nous avons tous, à différents degrés, connu ce qu'était la brutalité policière et les discriminations de manière générale. Mais une fois que ce postulat de base est lancé et que nous disons que nous sommes solidaires de toutes celles et ceux qui se mobilisent contre ces brutalités policières, il est aussi nécessaire de rappeler qu'il y a un bon nombre d'afro-descendants et d'Africains qui ne se sentent pas concernés ou représentés par cette terminologie Black Lives Matter, qui, lorsqu'on le traduit, signifie « Eh les Blancs, la vie des Noirs compte ». Je le dis avec fraternité, je le dis avec amour, et je le dis avec grande diplomatie. L'occidental, les blancs ne sont pas un baromètre ou un état, comment dirais-je, quelque chose auquel on peut se référer comme étant la norme en tant que telle. Et donc leur demander ou leur dire « Eh, la vie des Noirs compte », c'est quelque chose dans lequel bon nombre d'entre nous ne se reconnaissent pas. Donc que personne ne se tente, s'il vous plaît, dans la presse. On a dit presse uniquement pour justement éviter toute tension. Donc essayons de faire un effort, on va être le plus rapide possible. À la base, la mobilisation, lorsqu'elle a été organisée aux États-Unis, n'avait strictement rien à voir avec une démarche, s'il vous plaît, visant à pousser la population à être dans une démarche de mendicité. Non. C'était simplement une mobilisation ayant trait à l'autodétermination, une mobilisation liée à la volonté de justice sociale. Il se trouve qu'un hashtag qui au départ était interne à la communauté noire, lorsque Alicia Garza et ses amis, organisent plus que jamais, ou du moins écrivent cette lettre d'amour à la communauté noire, c'était une discussion interne pour dire aux nôtres, nos vies comptent. Ça a du sens. Mais lorsque les médias néolibéraux américains reprennent ce hashtag, ils donnent une connotation victimaire à ce hashtag et poussent notre population à se présenter comme des mendiants demandant à l'Occident « Hey, nos vies comptent, s'il vous plaît, respectez-nous ». Mais il y a bon nombre de Noirs qui ne se sentent pas concernés par ces réalités. Il y a bon nombre de Noirs qui ont décidé que lorsqu'il y avait négrophobie systémique, lorsqu'il y avait violence policière, il était nécessaire pour nous de nous défendre sans rien attendre de qui que ce soit. Nous ne sommes pas dans une démarche de dire « nous avons le droit d'avoir notre place dans cet Occident, dans cette France ou autre ». Nous ne demandons aucun droit. Nous nous organisons pour notre communauté, nous prônons la solidarité entre nous, la justice sociale et la création d'un système économique qui nous permettrait justement de pouvoir vivre décemment pour ceux qui ont décidé de rester en Occident. Bon nombre d'entre nous ont décidé par ailleurs de rentrer en Afrique parce que le racisme est tellement violent en Occident que nous n'allons pas passer notre temps à forcer des gens qui ne nous aiment pas à nous aimer. Et je pense que c'est très important de le rappeler. Quand on parle de Black Lives Matter, on parle d'une instrumentalisation néolibérale
de la souffrance noire. Cela fait penser à ce qui s'est passé avec le prolétariat arabe, lorsqu'il y a eu les révolutions arabes, le printemps arabe, qui à la base partait d'une véritable souffrance du prolétariat, mais qui a été récupéré progressivement par les organisations mondialistes néolibérales telles que Open Society et autres. C'est pour nous la même chose qui se passe avec Black Lives Matter. S'il vous plaît, faites attention. Une vraie souffrance de la population noire qui est réorientée d'abord aux États-Unis et après partout en Occident, puisque les États-Unis, ce qui est fait là-bas aux États-Unis, est copié partout, dans tous les autres pays par la suite de manière générale. Une récupération par le duo qui est représenté par Joe Biden et son camarade néo-marxiste Bernie Sanders. Ces deux-là symbolisent les deux facettes du néolibéralisme. L'un, c'est le néolibéralisme économique assumé, avéré, représenté donc par Joe Biden, et l'autre, c'est le néo-marxisme, qui est censé être opposé au néolibéralisme économique, mais qui est toujours capable de s'allier à ce dernier, soi-disant face au péril fasciste. Nous disons une chose simple, et nous pouvons adapter ça à la réalité de la France. On ne se reconnaît pas dans les forces néolibérales de gauche ou les prétendues forces d'extrême gauche qui disent vouloir accompagner notre communauté, alors que leur seul objectif, c'est de nous pousser à être dans un processus d'oubli de nous-mêmes, d'intégration, sans que nous puissions revendiquer véritablement notre identité en tant qu'afro-descendants. Nous en avons marre de ce paternalisme exacerbé de cette gauche qui, pendant des années, nous a fait croire qu'elle était notre amie, alors qu'en réalité, elle était toujours là pour nous manipuler et pour, quelque part, qu'on soit les tirailleurs vis-à-vis de leurs intérêts. Et on sait très bien comment ça va se passer aux États-Unis. On instrumentalise la souffrance noire pour que le vote des Noirs puisse arriver, atterrir dans les mains de Joe Biden. De la même façon, on le voit dans les mobilisations ici. Au départ, c'est une question de souffrance noire, et après, ça devient une mobilisation où, quelque part, c'est une rampe de lancement pour l'extrême gauche. La France insoumise, qui dans son mariage un petit peu étrange avec la gauche libérale ou la gauche néolibérale telle que représentée par les Inrecuptibles, c'est ce qui est en train quelque part de créer un cordon sanitaire autour de la prétendue cause noire en France. Il y a des gens qui ne veulent ni de la gauche, ni de la droite. Il y en a qui ne veulent ni de Mélenchon, ni de l'extrême droite façon Soral, et je le dis de manière très claire là aussi, pour que certains ne se trompent pas. On a pu parler avec certaines personnes à une certaine époque, mais les choses sont extrêmement claires aujourd'hui. Nous nous battons pour nous-mêmes, pour notre communauté, pour le continent africain, pour la diaspora. Nous prenons l'autodétermination et c'est notre seule et unique voie. Pour ceux qui veulent rentrer, nous prenons le retour en Afrique pour lutter contre le néocolonialisme. Parce que la France, qui se présente comme le pays des droits de l'homme, plus que jamais, accomplit une démarche de pillage sur le continent africain, pillage économique, pillage de nos ressources minières, pillage de nos ressources naturelles de manière générale. Et d'ailleurs, ça nous fait rebondir aussi sur la question de l'écho. France CFA déguisé, ils nous ont fait croire qu'ils avaient compris les revendications que nous organisions et que nous lancions depuis le continent, alors qu'en réalité, ils ont simplement customisé le franc CFA pour créer une sorte de zone franc élargie aux pays anglophones. Personne n'est dupe, et quand la monnaie écho sera sortie, que tout un chacun sache que nous nous mobiliserons de la même façon. Pour ce qui est maintenant de revenir à la question de Black Lives Matter, nous disons que entre Black Power et Black Lives Matter, nous préférons le pouvoir noir. Nous prenons l'autodétermination communautaire. Nous ne prenons pas la mendicité vis-à-vis des autres. Nous respectons tout le monde, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre religion. Si vous respectez la communauté, nous vous respecterons en retour. Mais nous ne vous considérerons jamais comme le baromètre de nos vies. Vous pouvez ne pas nous aimer, mais on va vous forcer à nous respecter, où que nous soyons dans ce monde. Et ça, c'est la réalité politique qui est la nôtre. Mais je le dis et je le répète, vous n'entendrez jamais dans notre discours, on a le droit d'avoir notre place dans cette France. On a le droit de construire cette France, non? Quand on pense à l'oligarchie française, et on sépare le prolétariat français qui n'a rien à voir avec ça, parce qu'eux-mêmes souffrent, il suffit de voir les gilets jaunes, quand on voit comment l'oligarchie française se comporte vis-à-vis de nous, on lui dit que France égale souffrance pour nos populations de manière générale. Et c'est pour ça que nous sommes solidaires du travail d'autodétermination qui est fait par nos frères et sœurs en Martinique et dans les autres pays des Caraïbes, parce que nous sommes un et indivisibles, même si tout a été fait pour nous diviser. Et de la même façon, nous menons ce combat. Nous avons lancé il n'y a pas longtemps une campagne pour débaptiser les noms des rues qui portent des noms coloniaux au XXIe siècle. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc c'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Maintenant, je le dis aussi avec la plus grande simplicité,
toujours dans ce logiciel qui nous pousse à ne pas forcer les autres qui ne nous aiment pas à nous aimer, nous ne sommes pas obsédés par la volonté de détruire des statues en France métropolitaine. Que la France honore Colbert, c'est son droit. Les héros des uns sont les bourreaux des autres. Mais nous disons que sur le continent africain, toutes les statues, que ce soit De Gaulle, toutes les rues, Gallieni, toutes les rues qui portent des noms de symboles coloniaux, nous allons les chasser parce qu'il est temps aujourd'hui que chaque peuple puisse décider de sa propre destinée. Et c'est pareil aux Antilles aussi. Et nous le disons avec force. Et donc, à partir de cette situation, nous disons au président Emmanuel Macron, et ça m'a fait aussi sourire à M. Castaner qui a dit être prêt à mettre un genou à terre pour compatir au racisme, alors que le même Édouard Philippe, Premier ministre de ce gouvernement, a travaillé pendant de longues années à Areva, structure qui dépouille le continent africain de ses ressources minières. Donc on a l'impression qu'il y a un petit sentiment, un petit parfum, vous me direz ce que vous en pensez, mais de diversion. Hein? On comprend, on est tous solidaires du racisme, il y a la renaissance d'un nouvel antiracisme. Avant c'était SOS Racisme, mais comme ils ont compris que SOS Racisme est périmé, ils instrumentalisent la souffrance noire pour quelque part pouvoir recapitaliser par la suite. Et Macron laisse tout ça passer. Macron laisse des mobilisations, des convergences de l'extrême gauche avec certains frères et sœurs qui sont, à mon sens, beaucoup trop instrumentalisés sans qu'ils s'en rendent compte par cette extrême gauche. Il laisse l'extrême droite monter en termes de colère parce que certains qui ne réfléchissent pas et qui sont très contents de pouvoir s'opposer aux Noirs parce qu'ils sont stupides de manière congénitale. Il y a une colère, il y a une fracture qui se crée et Macron se dit que si l'extrême droite monte au premier tour, il arrivera un moment où il y aura le cordon sanitaire. Et donc, face à l'extrême droite, Macron sera l'ultime barrage. C'est son pari. Et il pense qu'il y a des Africains qui sont naïfs ou des Afro-descendants qui sont naïfs de ça. Nous ne sommes naïfs de rien. Je le dis et je le répète, ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Nous sommes simplement des Afro-descendants. Nous prônons le panafricanisme, la souveraineté, et nous ne serons récupérés par personne. Et je le dis dans les temps à venir, d'ici quelques semaines, un certain nombre de mobilisations avec une autre tonalité que Black Lives Matter seront mises en place, que ce soit sur le continent africain, que ce soit dans les Caraïbes, là où nous avons une légitimité, et même aussi dans la métropole, parce que notre peuple, certains ne sont pas prêts pour rentrer, que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique, mais ont le droit de vivre en communauté solide, soudée, solidaire plutôt, solitaire c'est un lapsus révélateur, et autodéterminée. Voilà le message que nous avons à donner. Dans un premier temps, nous laissons la place aux questions-réponses. Allez-y. Enchanté. Alors vous lancez une bourse qui appelle à débaptiser toutes les rues, tous les symboles et entrer au colonialisme sur le continent africain. Qui finance cette bourse et quels sont les critères d'attribution? Je vous réponds de la manière la plus simple possible. Ma chère sœur, vous savez que je suis propriétaire d'un centre commercial depuis un peu plus d'1 an et demi. J'ai un certain nombre de ressources, j'ai un certain nombre de soutiens, j'ai un certain nombre de frères dans le milieu du sport, dans le milieu de la musique, des artistes ou autres qui croient en mon combat depuis un certain nombre d'années et qui ont décidé de nous soutenir profondément depuis un certain temps parce qu'ils estiment que sur le terrain, sur le continent, nous sommes probablement l'une des organisations, si ce n'est l'organisation la plus efficiente sur les questions relatives à la souveraineté. Lorsqu'on a lancé la campagne contre le franc CFA, tout le monde disait que c'était l'Arlésienne, c'était un débat qui n'allait pas prendre. Les élites nous ont méprisés. Jusqu'au moment où on a été capable de tellement retourner la société civile à différents endroits du continent africain qu'aujourd'hui, le gouvernement français, même s'ils essayent toujours de manipuler la question, bien évidemment, ont été obligés de faire des changements cosmétiques parce qu'ils savent que la colère gronde et ils savent qu'on a la colère dans la main. Et je le dis de la manière la plus simple possible, cette bourse, l'objectif est de passer à une étape aussi qui vise à décoloniser l'espace public. Parce que autant nous ne sommes pas disposés à forcer d'autres populations à, comment dirais-je, considérer leurs héros comme des bourreaux, ça c'est leur choix, c'est un débat entre eux, mais autant dans les espaces où nous vivons, nous avons le droit de décider de notre propre destinée et d'avoir des espaces qui nous ressemblent. Avoir des endroits où les rues sont appelées Monsieur de Gaulle. De Gaulle est un héros pour les Français et je ne vais pas forcer les Français à avoir honte de leur héros. Mais j'ai le droit de dire que dans nos espaces, De Gaulle n'a rien à faire chez nous. Parce qu'il est le concepteur de la France-Afrique, il est le concepteur avec M. Focard du néocolonialisme, et donc les héros des uns sont les bourreaux des autres, et c'est dans cette démarche-là que nous avons lancé cette bourse. Cette bourse ne concerne que le continent africain, l'Afrique francophone.
Alors, pour vous dire de manière très simple les choses, on a eu un long débat parce que dans notre organisation, on a toutes les nationalités issues de notre peuple, Afrique et Antilles. Le problème, c'est que si on laisse pour ce coup la place à nos frères et sœurs des Antilles, il y a tellement de noms d'esclavagistes partout qu'il suffit qu'ils fassent 5 actions qu'ils auront déjà gagné le pari. Donc c'est un jeu inégal. Donc on s'est dit qu'on va faire ça en Afrique francophone dans un premier temps, mais nous sommes très regardants par rapport à ce qui se fait dans les Caraïbes parce que nous aimons infiniment notre peuple. Nous avons la moitié de notre effectif qui est issu des Caraïbes, d'accord, dans le bureau national de l'ONG Urgence panafricaniste. Et donc nous sommes évidemment concernés par tout ce qui se passe et nous suivons tout avec une grande attention. Voilà. Et votre ONG s'appelle Urgence Panafricaniste. Avec un S. Alors quelles sont ces urgences justement? Les urgences sont multiples. On parle des questions de justice sociale. On a lancé un programme il y a quelques années, soutenu encore financièrement par bon nombre de sportifs, qui s'appelle Alodo, programme de justice sociale, un microcrédit sans intérêt, qui est fourni à des mères de famille en état d'extrême précarité au Bénin. Vous pouvez taper sur Internet Alodo, A-L-O-D-O, d'accord, pour que celles-ci puissent lancer leurs entreprises. Parce que quand on est dans un état d'extrême précarité et que dans nos pays, l'aide ne vient clairement pas de l'État, il faut que certaines structures puissent faire pour le peuple ce que les élites ne font pas pour nous. Et donc on a lancé ce programme depuis 2 ans maintenant. Et une fois que le microcrédit est remboursé, on distribue la bourse à d'autres mères de famille en état d'extrême précarité qui sont dans le besoin. Ça, c'est un de nos aspects quand on parle de la justice sociale. On a été extrêmement actifs dans cette période de Covid qui n'est d'ailleurs pas terminée, même si on a tendance à l'oublier visiblement, d'accord, en distribuant pendant des mois, et on continue à le faire, des kits sanitaires et alimentaires à des familles en état d'extrême précarité sur le continent africain. Tout est trouvable sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page officielle Facebook, d'accord. Et je pense qu'on ne peut pas toujours attendre des autres. La démarche de l'organisation Urgence panafricaniste, c'est qu'il arrive un moment où notre peuple doit se prendre en charge lui-même, d'accord, sans toujours attendre que les autres viennent nous aider. On est dans une posture d'anti-victimisation totale. Arrêtez de quémander, arrêtez de se plaindre et agir. Je sais que mon nom ici en France est toujours synonyme de sulfure, parce que certaines personnes voudraient nous ramener à la période de la tribuca. Je ne renie rien de mon parcours parce que toutes les étapes ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. Mais les questions d'hier ne sont pas les questions d'aujourd'hui. Et le combat d'aujourd'hui, c'est le combat pour la souveraineté africaine, et vous ne nous entendrez sur rien d'autre que sur ce débat-là, où la souveraineté de notre peuple, l'autodétermination de notre peuple, partout où ce dernier est installé. Si les questions d'hier ne sont pas forcément pour vous celles d'aujourd'hui, est-ce que les moyens d'hier et la véhémence que vous avez pu mettre à la fin des années 2000, y compris avec les gens qui vous suivaient, sont selon vous des moyens qui sont encore légitimes aujourd'hui? Est-ce que vous appelez à une action qui irait au-delà de la non-violence? Vous savez, ma chère madame, je pense que j'en ai traumatisé certains, peut-être vous-même aussi, et je vous passe la paix, avec un grand sourire. Mais je vous réponds clairement et simplement que depuis un certain nombre d'années sur le continent africain, on a réussi, si je ne m'abuse, à mettre la question du franc CFA et du néocolonialisme à un degré jamais audible, jamais autant audible au sein des sociétés civiles. On n'a effectué aucune violence. Mais nous disons une chose simple aussi. Quand on a la violence en face, il arrive un moment où chacun a le droit de songer à l'autodéfense. Est-ce qu'il y a dans les mouvements américains tels qu'ils sont aujourd'hui et duquel vous souhaitez vous détacher idéologiquement des méthodes d'action qui sont approuvées par votre ONG ou des choses qui continuent quand même à vous inspirer dans la lutte qui est menée par les Afro-Américains aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui nous inspire, c'est l'Afrique en priorité. Et nous disons à la diaspora installée en Europe qu'il serait temps qu'elle regarde beaucoup plus vers l'Afrique que vers le swag des États-Unis. Nous disons qu'il arrive un moment où il faut qu'on se retrouve nous-mêmes, qu'on se regarde nous-mêmes. On s'appelle tous ici Sissoko, Dambala, etc., Obatula et compagnie, mais on veut regarder les États-Unis comme si les États-Unis étaient le centre de gravité de nos choses. Eh bien, il y a une grande partie de la population, ici en France, contrairement à ce qu'on pense, qui regarde de plus en plus vers le continent africain. Et je vous dirais, parce que c'est quand même très important de le préciser, ma chère madame, vous êtes pour quel média? Pour l'Alliance française. D'accord. Il est très important aussi de dire que Black Lives Matter, c'est un nom médiatique. J'ai envie de dire, c'est limite un slogan à la Jacques Seguela, qui est accolé à des réalités de mobilisation qui à la base n'avaient rien à voir avec ça. Nous sommes liés à énormément d'organisations afro-américaines, énormément de frères et de sœurs aux États-Unis qui ont fait des échanges, ils viennent de notre côté sur le continent, des fois nous venons de l'autre côté aussi. Et ces derniers, beaucoup ne se reconnaissent pas dans Black Lives Matter. Black Lives Matter est un slogan progressiste occidental qui a été repris à la base d'une discussion interne à notre communauté, d'accord, qui avait son sens. Mais lorsque vous le prenez
pour nous présenter, je ne dis pas vous en tant que tel, je parle du système médiatique de manière générale, vous le prenez pour nous présenter comme des victimes, eh bien au XXIe siècle, il y a des gens qui vous disent que nous ne sommes pas des victimes. Et pour répondre à votre question, il est toujours intéressant de souligner que tous les peuples ont le droit de se défendre. Tous les peuples. Vous faites, il y a des attentats ici en France. La France va bombarder des pays en tuant parfois des innocents au Moyen-Orient. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est vrai. Je pense que c'est un minimum de réalité. Mais par contre, quand nous vivons une souffrance quotidienne depuis des siècles, sur le continent africain et dans la diaspora, et que nous disons il est temps de nous défendre, direct on brandit le spectre de la violence. On dirait que tout le monde a le droit de se défendre, sauf la population africaine et afrodescendante. Eh bien nous disons que nous ne demandons le droit et l'autorisation à personne pour nous défendre. Et comment vous allez inclure ce discours sur l'autodétermination face à des afrodescendants, comme vous les appelez en France, qui n'ont aucunement intention ou qui n'ont pas du tout la possibilité de partir? Qu'est-ce que concrètement ça va dire dans leur vie quotidienne quand face à vous il y a Assa Traoré qui peut en ce moment mobiliser autour d'un discours qui répond quotidiennement à un quotidien très réel de ces jeunes afro, bien sûr, comme vous les appelez. Bien sûr, je vous réponds d'ailleurs qu'elle est bien aidée par vous, puisque pour des raisons qui sont peut-être de votre agenda, vous pensez qu'il est bien qu'on prône l'intégration. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas tous les afrodescendants, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas tous les afrodescendants qui se réunissent dans ces mobilisations, il faut le préciser aussi. On est beaucoup plus nombreux que le nombre qui était là, même s'ils avaient tendance à l'oublier parce que ça nous arrange peut-être pas. Il y a un certain nombre de gens qui pensent quotidiennement à l'Afrique, qui ne sont pas amoureux de votre pays. Je vous le dis aussi. Il y a des gens, il y a un certain nombre d'Africains, d'afrodescendants qui sont nés ici et qui pensent quotidiennement aux Caraïbes, à l'Afrique, et qui pensent quotidiennement à comment faire pour que leur pays puisse s'autodéterminer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a bon nombre de gens, y compris parmi mes frères et mes sœurs, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a envoyé des militants aussi aux mobilisations de la sœur Assa, que vous aimez énormément, vous autres les médias, d'accord, et qui ont accompagné ce projet pour la simple et unique raison que Assa est notre sœur. Vous comprenez? Assa Traoré est notre sœur, et il n'y aura pas de division émanant de vous, entre elle et nous. Par contre, nous disons clairement et simplement que le processus d'intégration dans lequel elle s'inscrit avec son entourage, la Gasnerie, l'extrême gauche, la France insoumise, etc., on ne se reconnaît pas dedans. Il y a des gens qui pensent qu'on peut rester en France aussi et s'organiser en tant que communauté. Les Chinois ne rentrent pas tous en Chine, mais ils s'organisent en tant que communauté et vous ne leur cassez pas les pieds. Donc on a le droit aussi, quand je dis vous, je ne vous agresse pas ma chère madame, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais donc on a le droit, si on le souhaite, de vivre en communauté, de s'organiser en communauté, de prôner la solidarité entre nous, de consommer chez nous. Ça ne veut pas dire se fermer aux autres. On peut prôner, il y a un adage qui dit que l'unité parmi les nôtres permet de mieux nous unir avec le reste de l'humanité. Eh bien, il y a des gens qui pensent qu'avant de s'unir avec l'extrême gauche, avant de s'unir avec les autres minorités en tant que telles, il est temps de s'organiser, de s'unir entre nous en tant que communauté. Et croyez-moi, ce discours est beaucoup plus prégnant que vous le pensez. Et c'est pour ça qu'aux Antilles et en Afrique, les choses bougent de cette façon, parce qu'il y a bon nombre d'Africains et d'Afro-descendants qui ne sont pas concernés par le projet républicain tel que vous l'imposez aujourd'hui. Ok, finalement, est-ce que la solution n'est pas la prise du pouvoir par des questions de partage aux idées en Afrique? Et quels sont les débats chez vous entrepreneurs? Alors, on va être très clair, on ne peut pas forcément tout dire, mais il faut que vous sachiez qu'au Bénin, comme dans d'autres pays, il y a les présidents qui sont très proches du gouvernement français, qui sont liés à la France-Afrique, et qui donc par conséquent nous combattent. Mais l'Afrique, c'est 54 États, et vous seriez surpris de voir le nombre de dirigeants ou de personnes de différents gouvernements en Afrique qui nous soutiennent. Ne pensez pas qu'on peut mener ce combat à cette intensité et bouger autant à cette fréquence dans tous les pays d'Afrique francophone ou de la diaspora si on n'a pas, dans certains pays, peut-être anglophones ou autres, des gens qui croient en notre combat. Donc on est dans une ligne, on est dans un processus. J'ai 38 ans aujourd'hui. Il arrivera un moment où l'étape institutionnelle se fera. Pour l'instant, on est dans la démarche de la société civile et objectivement, on est très satisfait de ce qu'on fait sur le continent et dans la diaspora. Et je rebondis, si vous me permettez, mon cher frère, parce que la question de la dame, même si elle a fini, elle est peut-être partie, je ne sais pas où elle est exactement. Il y a un mythe en France qui est que les gens pensent que être noir en France, c'est mépriser l'Afrique, c'est mépriser les Antilles, et ne voir le bonheur qu'en bleu, blanc, rouge. Il y a des gens qui ne voient pas les choses comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas naïfs et qui se souviennent de 98, quand on était tous en train de chanter aux Champs-Élysées, Black, Blanc, Beurre, on est tous unis, on est tous des êtres humains, on est tous des Français. Puis quelques mois après, ça a été Jean-Marie Le Pen qui a fait son plus gros score au premier tour, pardon. Nous sommes naïfs de rien. Nous voyons que le système médiatique, tout en poussant, en surmédiatisant certaines mobilisations, est dans une démarche aussi de faire en sorte que des Zemmour de l'autre côté puissent être surmédiatisés. Il y a un projet, il y a un agenda ici. Et nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Nous pensons que nous ne voulons pas, nous disons que nous ne voulons pas être
entre une guerre et une autre, nous voulons penser pour nous-mêmes. Nous ne voulons ni être affiliés à la France insoumise, nous vomissons le RN, et je le dis avec une grande force, nous vomissons Mélenchon, nous vomissons Soral, et nous vomissons tout ce spectre politique qui ne nous concerne pas. Nous pensons pour nous, par nous-mêmes, et c'est le combat que nous menons depuis un certain nombre d'années sur le continent et dans la diaspora avec l'ONG Urgence panafricaniste. Autre question. Justement, vous êtes très actif sur le continent africain. Est-ce que vous suivez la crise actuelle politique qu'il y a au Mali? Si oui, quel regard portez-vous à cette crise? On la porte et on est d'autant plus concerné que je suis très combattu par le président Ibeka, qui, lorsque j'organise des manifestations de plusieurs milliers de personnes à Bamako, m'interdit, comme cette année en février je crois, de rentrer, de prendre l'avion pour atterrir à Bamako. Et donc les mobilisations, nos militants, les membres d'Urgence panafricaniste font partie prenante et font partie des têtes qui mènent, qui contribuent à ces mobilisations contre le régime, nous le disons simplement. Parce que ce régime-là est un régime qui est lié à la France-Afrique. Nous nous interrogeons aussi sur certaines personnes de l'opposition, qu'on ne soit pas naïfs, mais nous disons que Ibeka est un problème pour l'Afrique. Nous disons de la même façon que des gens comme M. Condé sont des problèmes pour l'Afrique, et que la plupart des dirigeants d'Afrique francophone qui sont mains liées et pieds liés avec le gouvernement français sont des problèmes pour nos populations en tant que telles. Et dire cela ne signifie pas que nous sommes dans une démarche systématiquement d'être anti-français. Nous sommes extrêmement solidaires du prolétariat français qui souffre aussi dans sa diversité. D'accord ? Mais nous nous opposons à une oligarchie qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de religion. Sa seule couleur, c'est l'argent. Et c'est ce contre quoi nous nous battons. Est-ce que vous pensez que cette lutte va aboutir à quelque chose? La lutte qui se passe actuellement, les manifestations En France? Au Mali. Ah, au Mali. D'accord. Au Mali... Oui, il n'y a pas de problème. Bon, vous savez, quand il y a une majorité de Noirs, souvent, on croit qu'on est chez nous. C'est comme ça. Il suffit de voir à Château d'Eau. Et donc, plus sérieusement, au Mali, on pense, on espère, et en tout cas on agit, et nos militants agissent de la plus grande des façons pour qu'on puisse arriver à un changement. Évidemment, c'est l'objectif. Et l'objectif sous-jacent, c'est que les bases militaires françaises puissent déguerpir aussi, parce que la France, quand on voit un certain nombre de mobilisations, elle a peut-être besoin de l'armée française plus que le Mali. Voilà. C'est notre regard dessus. Alors, vous dites que vous êtes solidaire du prolétariat. Sur votre vidéo YouTube, vous dites que vous êtes solidaire de la lutte des classes et pas la lutte des races. Or, Manuel Valls, qui avait fait interdire l'Africa, lui, il pense que la lutte des classes va laisser place à la lutte des races. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, Manuel Valls, je ne sais même pas de quelle classe il est, ni de quel bord il est. C'est le premier point, puisqu'il change tous les week-ends. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui veulent qu'il y ait une lutte des races. Moi, je regarde, je suis arrivé il y a quelques jours en France. Je repartirai dans quelques semaines en Afrique parce que c'est là où je vis. D'accord, même si j'ai des militants qui sont ici. Je regarde un certain Eric, qui lui aussi, pourtant, a un passé sulfureux. Il a un présent sulfureux, mais lui, il a la télévision tous les jours. Et il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Il a le droit de vomir sur une partie de la population. Et donc, il pousse une partie de la population. Les médias aident aussi une autre tendance à cracher sur une autre partie de la population. Donc on a deux parties de la France qui se crachent les unes sur les autres. Et il y a une oligarchie que je ne citerai pas. J'ai déjà assez de soucis comme ça. D'accord ? Politique, qui n'est pas religieuse. Une oligarchie néolibérale qui se sert de ces tensions communautaires pour ses propres intérêts. Et je dis qu'il y a un problème sur ce terrain-là, que nous sommes très observateurs sur ce terrain-là, et que quoi qu'il arrive, c'est la lutte des classes. Moi, je vis en Afrique, le problème, c'est l'oligarchie africaine. Elle n'est pas blanche. Elle est noire, plus noire que certaines des tenues noires que vous avez ici. Mais pourtant, je peux vous assurer que leur cœur, il n'est pas noir. Donc il y a un problème de fond sur ce terrain-là, c'est un problème lié au milieu de l'argent. D'accord ? Et c'est sur ce terrain-là que nous devons nous installer pour réagir et pour résister, comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années, je le pense, avec efficacité. Voilà. Il y avait une dame qui voulait poser une question, parce qu'elle se plaignait qu'on ne parlait pas assez de la France. C'était peut-être TV Liberté, je ne sais pas. La question, c'était sur le mouvement qui est en train d'apparaître aujourd'hui en France, d'Assa Traoré ou du slogan que vous rejetez, Black Lives Matter. Où est-ce que vous pensez que ça peut mener dans les semaines qui arrivent, ce combat tel qu'il est mené à la française et en... À la française, oui. À la française, comme vous avez bien le précisé. Ce qui signifie déjà beaucoup de choses. Votre réponse est dans la question. Ça va aboutir à des postes de députés qui vont être proposés bientôt à certaines têtes. Parce que c'est comme ça que la France fonctionne toujours, depuis SOS Racisme jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, l'extrême gauche va proposer des postes, si ce n'est pas déjà fait, à certaines figures de ce courant.
va encourager, c'est déjà le cas, certaines figures de ce courant à prôner plus que jamais l'intégration, c'est déjà ce que j'ai entendu. Et toutes les personnes qui auront manifesté, qui auront voulu qu'il y ait plus de justice, il faut quand même qu'on rappelle que, ce que vous dites à la française, mais c'est un problème occidental. Et la France est un détail dans l'Occident en réalité, même si ça ne fait pas toujours plaisir de le rappeler. Martin Luther King a marché depuis les années 50, justement pour plus de droits civiques, pour moins de discrimination, pour moins d'oppression émanant de la police. Tout le monde a applaudi quand il a dit « I have a dream ». On lui a donné un prix Nobel. On est au XXIe siècle, les brutalités policières continuent toujours. Et Luther King n'était pas moins doué que ceux qui sont présents aujourd'hui et qui prônent cette même intégration. Donc nous pensons sincèrement que lutter contre les violences policières est juste, est digne. Mais nous pensons sincèrement que l'extension proposée par l'extrême gauche ou la gauche néolibérale à laquelle certains appartiennent ici n'est pas une solution, n'est pas une option viable pour nous. Nous sommes en cette période de globalisme néolibéral dans l'enjeu principal de ce XXIe siècle qui est l'enracinement. Soit les populations, quelle que soit leur couleur de peau, s'enracinent, soit elles disparaissent. Soit chaque population protège son identité, soit elle disparaît. Et comme vous dites, problème à la française alors que toute votre actualité est toujours inspirée des États-Unis, que la moitié, les 3/4 de vos feuilletons sont américains. Vous-même, c'est-à-dire que dans vos systèmes médiatiques, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Donc, il y a un problème aujourd'hui français lié à ce qui se passe aux États-Unis. La finalité de cela sera la même chose que les États-Unis. La gauche néolibérale, alliée à une tendance néo-marxiste, pseudo-marxiste, opposée au néolibéralisme économique, mais alliée au néolibéralisme sociétal, va proposer des postes à des figures clés du courant intégrationniste noir militant. Et on va se retrouver avec la même chose qui s'est passée dans les années 80. C'est toujours la même chose. Et de l'autre côté, il y aura toute une partie qui va se réveiller après ça. Et qui se rendra compte qu'encore une fois, on ne peut rien attendre de ce système-là. Et qu'il faut s'organiser en tant que communauté, comme les Chinois et comme les autres communautés le font. Tout simplement. Moi, je vais m'intéresser au Kémy Séba écrivain. Parce que vous avez écrit, je crois, 2 ou 3 ou 4 livres. Mais je ne sais pas si ça va intéresser les médias français. Vous savez qu'eux, ils aiment me présenter comme un extrémiste enragé. Donc, si vous leur dites que j'écris des livres, ils vont dire, attends, il y a un bug dans la matrice. Alors, brièvement, vous pouvez nous parler de Supranégritude, qui était le tout premier. Et dites-nous dans quel état d'esprit il a été écrit. Et si on doit faire une transposition avec votre dernier essai, qui est l'Afrique libre ou la mort, qu'est-ce qui a changé dans la démarche de l'auteur et quel est votre futur chantier littéraire? Alors, je vais commencer par la fin, je vais essayer de répondre rapidement pour qu'on puisse revenir aussi sur ces questions-là, les questions présentes en France. L'Afrique libre ou la mort, c'est l'état, je pense que c'est la quintessence de notre combat politique ces dernières années. C'est quand notre combat a pris, lorsque j'ai commencé à être audible à travers mon travail de journaliste politique, de chroniqueur politique en Afrique francophone. Aujourd'hui, je suis à Vox Africa, j'ai été à 2STV, etc. avant. Et toutes les mobilisations qu'on a organisées contre le néocolonialisme français qui ont pris. Et donc c'est une synthèse et une réflexion politique sur tout ça. Une réflexion sur le globalisme aussi, sur les différents camps. Auparavant, il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a le bloc néolibéral d'un côté et toutes les nations qui résistent à ce bloc et qui refusent l'uniformisation. Et ça me fait aller dans des pays comme l'Iran, ça me fait aller dans des pays comme Cuba, ça me fait aller dans des pays comme la Russie, et on l'assume complètement. Mais aller, c'est ces gens, de manière géostratégique, ne signifie pas que ces gens, nous les suivons aveuglement. Nous sommes loin d'être naïfs, ils défendent leurs intérêts, et nous défendons les nôtres aussi, nous le précisons. Supranégritude était le premier ouvrage que j'ai écrit, qui synthétisait les débuts militants, la réflexion d'une génération dans la diaspora, qui milite depuis un certain nombre d'années, d'accord ? Et quand je vois l'actualité politique aujourd'hui, je me dis que la réflexion de Supranégritude est profondément actuelle, c'est le cas de le dire, même si ça a été écrit en 2013. Et l'Afrique libre ou la mort correspond à la problématique de ce qu'on voit quand on voit des frères et des sœurs qui déboulonnent des statues aux Antilles, quand on voit le combat qu'on mène contre le néocolonialisme sur le continent. Il n'y a jamais eu un livre, à mon sens, aussi actuel que celui-ci sur ces questions. Voilà. Le prochain chantier. C'est une surprise, mais ça sera le continuum de ce qu'on fait là. C'est-à-dire que le néocolonialisme est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et il a plusieurs étapes. Comme on a dit, on a parlé de l'espace public, on a parlé du terrain économique, il y a le terrain militaire, mais il y a aussi maintenant un processus extrêmement dangereux de cooptation de nos élites par ces dirigeants occidentaux. Et pendant longtemps, on a présenté les dirigeants africains comme des éternelles victimes. Aujourd'hui, on les considère plus comme des co-contractants, parce qu'ils ont une responsabilité dans ce qui se passe. C'est trop facile de dire qu'ils sont juste des éternels suiveurs. Non. Certains acceptent sciemment, et c'est pour ça que je dis que l'oligarchie, elle est noire, blanche et de toutes les couleurs, d'accord ? Certains acceptent sciemment de se corrompre dans ce système néocolonial en tant que tel. Quels sont les pays d'Afrique où vous n'êtes pas le bienvenu? Excusez. Vous n'êtes plus
plus de lien. Excusez-moi, je vais répondre ma soeur, mais on va essayer de faire tourner pour que le plus de personnes... Et je réponds à ta question, t'inquiète pas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis vice-présidente. D'accord. Cette question, il y avait déjà 2 actions sur statut à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous soutenez ces actions? Il y avait une statue dégradée, il y avait une action pacifique sur la statue, il était couvert avec un drap noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais être très clair, ma chère madame. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes solidaires de tous les frères et sœurs qui essayent avec leurs moyens de se mobiliser à leur façon et avec leur degré de compréhension contre le néocolonialisme ou contre le colonialisme. Mais comme je l'ai dit en introduction, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent aussi avec nous-mêmes. Autant il y a une légitimité historique à vouloir chasser les noms des colons dans les espaces africains, dans les espaces caribéens, autant moi je ne me sens pas concerné que la France honore ou pas Colbert. Ça je le dis très clairement. Si la France pense que Colbert est son géant, c'est l'histoire qui veut ça. Les géants des uns sont les bourreaux des autres. Tant que les bourreaux des uns ne me sont pas imposés dans mon espace en Afrique ou dans les Caraïbes, si vous voulez mettre Colbert devant l'Assemblée nationale, c'est un débat interne, c'est un débat entre vous sur lequel nous n'avons pas à nous prononcer. Mais nous sommes solidaires de notre frère, comment il s'appelle, en tout cas de la brigade anti-négrophobie, qui fait les choses à sa façon. Ils sont beaucoup plus dans un logiciel, à mon sens, qui est dans l'intégration. Ils estiment que leur combat est en France. Nous sommes des enfants de Marcus Garvey, de Khalid Mohammed, qui pensent que notre combat, s'il est en France, il est dans une démarche d'organisation communautaire, sur le modèle chinois et autres. Et on n'est pas là pour demander aux autres qu'ils reconnaissent notre souffrance. On s'en fout qu'ils reconnaissent notre souffrance. Par contre, on va les forcer à nous respecter. Voilà la nuance sur ce terrain-là. Et par rapport à la question, vous m'avez demandé dans quel pays je suis interdit. Sur les 54 pays, je suis interdit de rentrer dans 4. D'accord. Au Mali, je crois que c'est peut-être le pays où on a le plus de sympathisants, mais ça ne nous empêche pas avec Internet, avec les réseaux sociaux et avec la télévision, je passe régulièrement en Afrique. Il n'y a pas une interdiction qui peut nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Le Mali, la Guinée de M. Condé, d'accord, le Sénégal évidemment de Macky Sall, et vous voyez le pied de nez historique qu'ont fait les jeunes Sénégalais par rapport au gouvernement. En plein centre-ville de Dakar, ils ont peint une fresque gigantesque, tous les médias en ont parlé, TV5, etc. Et dedans, le seul leader actuel dont ils parlent, ils nous mettent au milieu de cela pour dire au gouvernement, celui que vous considérez comme un extrémiste est un résistant pour bon nombre d'entre nous. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. L'autre pays, la Côte d'Ivoire, mais ça, quand on sait qui est le président de la Côte d'Ivoire, il fallait qu'on soit capable de le voir. Alassane Ouattara, c'était évident qu'il n'allait pas me laisser rentrer quand on sait son degré de servilité et de soumission à l'oligarchie française. Quel autre pays encore? Je pense que c'est tout, c'est suffisant déjà. Voilà. Mais je voyage dans tous les autres pays simplement. Et même dans ces pays où je suis interdit, vous seriez très surpris du nombre de partisans, même parfois parmi certains responsables politiques que nous avons et qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. D'autres questions? Allez-y. Est-ce que tu penses que la CEDEAO peut être une option sérieuse pour la sortie de crise malienne, pour la sortie de crise politique malienne? La CEDEAO, en fait, depuis ma naissance, je l'attends, mais je l'ai vu que sur Wikipédia. Donc il y a des organismes qui existent pour se faire de l'argent, pour avoir des gros salaires, des logements de fonction. C'est ça, malheureusement, la plutocratie africaine, mais qui ne sont efficaces en rien en ce qui concerne nos populations. Et donc la communauté des États d'Afrique de l'Ouest a son sens quand des pays comme le Nigeria et le Ghana prennent leurs responsabilités. Et c'est ce que nous attendons, parce que nous croyons profondément au président ghanéen, par exemple. Nous l'aimons beaucoup. Et sans trop parler, on peut vous dire qu'il y a une petite réciprocité. Mais maintenant, de l'autre côté, malheureusement, tant que dans la CEDEAO, il y aura des pays aussi soumis, des dirigeants, pas des pays, des dirigeants aussi soumis que ceux que j'ai cités tout à l'heure, je pense que la CEDEAO sera dans une inertie pendant un certain temps. Sauf quand la rue prend ses responsabilités, comme c'est le cas en ce moment. Nexigué pour RT France, Okay. Je vais revenir sur la destruction de la statue de Victor Schœlcher il y a 2-3 semaines et le communiqué que vous avez publié à la suite. Je voulais savoir exactement du coup quel était votre rôle dans cette action. Et ensuite, les mots que vous avez employés, c'était particulièrement fort, notamment vous avez évoqué la République maçonnique française qui défendait ses symboles. Je voulais savoir ce que vous entendiez par là, et du coup, quel était votre rôle Alors, de la manière la plus simple possible, il y a des gens qui aiment s'arroger des rôles qui ne sont pas les leurs, et donc nous, on a la pudeur de dire que c'est un acte autonome des militants, notamment de ma petite sœur Jay Hassani, d'accord, de mon petit frère Joe King, de ma sœur Mimi Ouezi, entre autres, hein. En réalité, ils ont inspiré, mais c'était pas eux qui étaient sur le terrain. C'est important de le préciser, puisqu'il y a en ce moment
des enquêtes qui sont faites, c'est pas eux qui étaient sur le terrain, mais ils ont fait partie de ceux qui ont inspiré, qui ont théorisé cela. Et après, des militants sont allés sur le terrain et ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et maintenant, j'étais là au moment où certaines réunions se sont faites au sujet de cette action. Nous étions là avec tout notre staff, puisque nous allons régulièrement dans les Caraïbes et nous avons des liens très forts avec la mouvance, justement, souverainiste, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guyane, que ce soit en Guadeloupe. Et les autorités le savent. Et les autorités ne sont pas forcément contentes. Et c'est très important que vous posiez cette question parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Colbert devant l'Assemblée nationale en vous disant que qu'on laisse Colbert ou qu'on ne le laisse pas, ce qui se passe en France métropolitaine n'est pas mon problème. Mais ce qui se passe aux Antilles, c'est notre problème. Et en effet, Schœlcher n'a pas à avoir sa place là quand on sait tous ceux qui ont résisté parmi notre peuple et qui ont fait en sorte que le système de l'esclavagisme vacille partiellement, parce que l'esclavagisme continue aujourd'hui encore. Il suffit de voir la question de la chlordécone, il suffit de voir le monopole des béquets aujourd'hui. On se rend compte quand même qu'il y a un problème économique et sociétal puissant et profond. Et nous disons qu'en effet, il faut débaptiser les rues, il faut décloisonner ces espaces, et les Caraïbes ont le droit d'enlever tous les noms des personnes liées à l'esclavagisme ou au colonialisme, que ça plaise ou pas à la droite nationale ou à l'extrême droite complètement malade. Nous le disons et simplement, nous avons le droit de faire ce que nous pensons être bon dans ces espaces-là. Maintenant, pour ce qui est de la France métropolitaine, si vous voulez garder Colbert devant l'Assemblée nationale, ça nous rappelle, pour moi, à la limite, c'est peut-être même un avantage. Ça permet à chacun qui croit que ici c'est Mamadou au pays des merveilles, de se rappeler que celui qui est devant l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui a restitué le Code noir, qui a instauré le Code noir, qui était, il faut le préciser aussi, un système qui organisait de manière juridique l'esclavage, là où auparavant, cette barbarie se faisait sans loi. Là, ça s'est fait avec loi. Ça ne le rend pas meilleur, comme j'ai entendu certains fous, comme Julien Drey le dire, en disant que c'était une progression. Généralement, quand j'entends ce genre de progressiste-là, j'ai tendance à me dire que je préfère éviter le progrès. Et pour la franc-maçonnerie, écoutez, j'ai découvert avec surprise, il y a des gens qui sont déclarés, ils ont fait leur franc-maçonnerie out, d'accord ? Ils sont revendiqués francs-maçons, on n'a pas parlé d'eux, j'ai entendu Golnadel, j'ai entendu, je ne vais pas commencer à tous les citer, la liste est longue, d'accord ? Caroline Fourest, on a parlé de personne d'autre que la République maçonnique, et ils se sont tous déchaînés contre certains médias, j'ai souri. Parce que la République est maçonnique dans son essence, et les noms des rues, c'est une dynamique maçonnique. Et ça n'a rien à voir avec le prolétariat français. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand je parle de l'oligarchie française, ce n'est jamais le prolétariat français qui est contre nous. C'est une élite qui se sent directement visée qui est contre nous. Parce que ce que nous voulons pour notre peuple, en Afrique et dans les Caraïbes, nous le voulons aussi pour le prolétariat français où il est. Nous voulons la justice pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes solidaires ad vitam aeternam du combat des Gilets jaunes. Parce que ce n'est pas un combat de couleur, c'est un combat de justice sociale. Et la République maçonnique sait très bien de quoi nous parlons quand on parle de justice sociale, et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc, on va faire un peu de fiction. Excuse-moi, grand frère, excuse-moi. C'est l'inspiration. Oui, je comprends bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y a d'autres médias qui n'ont pas encore posé de questions. Est-ce que je peux avoir d'autres médias? Oui, quels médias? L'association Community. D'accord. C'est un média, ça? Non, on est un média aussi. D'accord, ok. En fait, aujourd'hui, on constate que de plus en plus de jeunes afro-descendants te suivent, sont alertes de ce qui se passe sur le continent. Et justement, on voulait savoir aujourd'hui, comment tu penses que cette jeunesse issue de la diaspora peut agir dans un sens d'action sur le continent? Alors, je pense que notre ONG est le plus grand symbole de ça. La moitié des membres de notre ONG sont nés sur le continent, et la moitié des membres de notre ONG sont nés aux Antilles ou en France. Bon nombre de nôtres sont nés ici, sont rentrés sur le continent, se sont intégrés, parce qu'il est plus facile de s'intégrer dans une terre, quoi qu'on en dise, même si certains progressistes français vous disent que non, vous n'avez aucune racine en Afrique, non, vous aurez toujours vos racines là-bas, et moi je suis très heureux de voir que mes enfants ne vivent pas le racisme là-bas, sont épanouis là-bas, sont avec des gens qui leur ressemblent. D'accord? Et donc rentrer sur le continent, venir avec humilité, apporter le peu de compétences que l'on a, et mêler ces compétences aux compétences qu'il y a sur le terrain, je peux vous assurer que ça donne quelque chose de fort. Je suis rentré en 2011, j'ai connu une ascension dans les médias jusqu'à aujourd'hui. J'ai mené mon combat politique et je vois la manière dont les choses prennent, comme tu le dis. Et si moi qui suis né en France, j'ai pu faire ça, je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit parmi ceux de la diaspora. Si on l'a fait, c'est que chacun d'entre vous, vous pouvez le faire. Et dire cela ne signifie pas que vous êtes forcés tous de rentrer en Afrique. Si vous ne rentrez pas en Afrique, organisez-vous en tant que communauté non victimaire, tournez, orientez maladivement, soit vers l'autodétermination des Caraïbes, soit vers l'autodétermination du continent africain, ou du moins de l'Afrique de la zone franc, d'accord?
créons un système économique solidaire en tant que tel, mettons en place des entreprises solidaires et créons un système communautaire dans lequel nous pourrons avoir une réalité viable. C'est tout ce que nous disons. Et c'est la première étape. Et quand on fera ça, on n'aura pas besoin de mendier une place dans leurs médias, on n'aura pas besoin de mendier une place ou un meilleur traitement ou une meilleure représentation dans leur cinéma, parce qu'on créera nos propres institutions et on existera par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Il y a une génération au XXIe siècle de Noirs qui en a marre de la victimisation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Oui, c'est M. Silla de RFM Dakar. RFM de Youssou N'Dour. Oui. Quand j'étais en prison, vous n'avez pas été très gentil avec moi. Je vous regardais tous les jours. D'accord. Mais c'est pas grave, puisque j'ai raison à la fin. Le débat au Sénégal actuellement, c'est est-ce qu'il faut déboulonner la statue de Faidherbe ou pas? Concrètement, quel est votre point de vue là-dessus? Vous le savez, puisqu'on a grandement participé à ce débat. Et que bon nombre de nos militants sont en train de s'agiter devant cette statue. Et je pense que ce sont eux qui ont fait le coup d'accélérateur sur cette question. Bien évidemment, Faidherbe n'a rien à faire là-bas. Que moi, si Macky Sall me laisse rentrer, c'est moi qui vais aller déboulonner la statue. Je le dis, après avoir mangé un bon plat de tchèpouyab, c'est ce que je vais faire. Cette statue c'est comme si vous mettez la statue de Hitler à Jérusalem et vous dites, mais ça c'est l'histoire. On ne doit pas oublier l'histoire. Hitler, il est lié à nous de manière éternelle. Ben non. Ben non. On a le droit d'avoir des héros, des symboles qui nous ressemblent. On peut mettre Faidherbe dans un musée au sujet des crimes contre l'humanité. Ça, je pense que ça a du sens. Mais il n'a pas sa place là-bas. Et ceux qui défendent ça sont les mêmes qui ont contribué, quelque part, à vendre leurs frères à Gorée. Macky est peut-être concerné par ça. Autre question. Ah, vas-y. Juste qu'on fait un peu de fiction. Donc, Kémy Séba, émergence panafricaniste dans 5-10 ans, ça sera quoi? Il y a de fortes chances que dans 10 ans, il y a une démarche institutionnelle qui soit installée. Et si je vous fais une petite confidence, là, dans les récentes élections, il y a l'un des partis les plus importants du Bénin, qui avait demandé à ce que je sois dans la direction du parti. J'ai estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour que ça se fasse. J'ai 38 ans, j'ai le temps. Il arrivera un moment peut-être où des choses se feront. Que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Union africaine, nous verrons. Mais une chose est certaine, au XXIe siècle, ce sont ceux qui sont les plus entendus et audibles qui influencent la vie sociétale sur le continent. Et les autorités de notre continent sont obligées de reconnaître, même le président Roch Marc Kaboré, lors de notre rendez-vous, président du Burkina Faso, lorsqu'il m'a reçu. La deuxième fois, il y a eu quelques problèmes puisqu'il était absent et son gouvernement s'est un petit peu agité contre nous. Mais lorsqu'il m'a reçu, il a reconnu que nous étions plus suivis dans son propre pays que lui-même, par une partie de la jeunesse du Burkina. Donc ça doit pousser à la réflexion. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un très bel indicateur de beaucoup de choses. Donc, le moment venu, on fera ce qui est nécessaire. Le moment venu. Voilà. Il fait tellement chaud, je ne sais pas que je veux vous chasser. Si vous avez encore 2-3 dernières questions, on va les poser. Et après, je vais vous passer la paix et vous saluer et vous dire au revoir. D'autres questions? Suite à l'impact du Covid-19 sur la communauté en général, est-ce que vous craignez des mouvements économiques, civils, type Gilets jaunes, qui vont se renforcer justement suite à l'impact du Covid-19, et en particulier sur les minorités? Vous parlez ici? Ici ou ailleurs, aux États-Unis, en Afrique. Est-ce que vous pouvez repréciser votre question, s'il vous plaît? Vous savez que le Covid-19 a plutôt touché nos populations, très clairement. Voilà. Alors, plutôt aux États-Unis. Pas parce qu'elles sont noires, hein, mais parce qu'elles sont précarisées. Elles sont précarisées. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va donner lieu à des mouvements qui seront encore plus importants que le mouvement des Gilets jaunes, parce que ces personnes-là seront encore davantage précarisées qu'avant? Ça, vous savez, j'évite de lire trop dans une boule de cristal. J'aime faire de la prospective, mais j'aime m'appuyer sur des éléments tangibles. Et là, il faudrait que je prenne le temps de réfléchir sérieusement à cette question, parce que je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Mais à suivre. Voilà. D'autres questions? C'est bon? On demandera juste une dernière chose aux médias, parce qu'aux dernières nouvelles des années précédentes, quand on parlait, souvent les choses étaient déformées. S'il vous plaît, essayez de retranscrire les choses telles que nous les disons. Nous nous battons pour notre peuple, pour personne d'autre. Je le dis et je le répète, ni de gauche ni de droite, ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, ni des Inrocks, ni de valeurs actuelles, que ça soit très clair, ni de Mélenchon, ni de l'autre que j'ai déjà trop cité. Tous, pour nous, ils font partie d'un même game. Et nous sommes hors de ce jeu-là.
Le seul jeu dans lequel nous sommes, c'est celui pour notre communauté, pour notre population. Et nous sommes solidaires de tous les prolétariats, quelle que soit leur couleur de peau. Tant que ces prolétariats respectent notre peuple, bien évidemment. Parce que s'ils ne le respectent pas, il faut qu'ils sachent qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Non pas en disant « Hé, mes amis, la vie des Noirs compte », mais en disant que si vous continuez à nous marcher dessus, on vous brisera la jambe. Et ça, c'est pas de la non-violence, c'est de l'autodéfense. Voilà ma dernière réponse à votre question. Merci infiniment. Pas d'autres questions ? Je pense que c'est bon. Merci infiniment pour votre présence, d'avoir pu supporter la chaleur. Et je vous dis à très bientôt. Nous, on respecte tout le monde, mais le blanc n'est pas un baromètre pour nous, pour qu'on puisse lui dire « Notre vie compte, s'il te plaît, respecte-nous ». Si un blanc nous manque de respect, s'il nous marche dessus, on lui prendra la jambe et il n'aura plus de jambe par la suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on n'est pas dans une démarche de dire « Hey, la vie des Noirs compte. Nous sommes des êtres humains. » On n'a pas besoin de baromètre de qui que ce soit pour qu'on soit des êtres humains. Dire cela ne signifie pas qu'on est opposé à qui que ce soit. On est solidaire de tous les prolétariats, tant qu'ils sont solidaires de nous autres aussi. D'accord? Les gilets jaunes, tant qu'il n'y a pas de négrophobie, ce sont nos frères de lutte, qu'on soit clair. Mais nous le précisons avec force, avec fermeté, la posture victimaire dans laquelle le néolibéralisme économique et sociétal, façon Joe Biden et son ami néo-marxisme, et qui en réalité l'a rejoint, qui est, à chaque fois j'oublie son nom, Bernie Sanders, c'est pas quelque chose dans lequel on se retrouve. Et de la même façon en France, on ne se reconnaît pas dans, soi-disant, comment dirais-je, cet intégrationnisme noir accompagné de Jean-Luc Mélenchon ou des Inrocks, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas de mendicité. Il y a des gens parmi notre communauté qui veulent s'autodéterminer. Il y a des gens parmi notre communauté qui vous disent les brutalités policières. Et ils étaient très nombreux aux manifestations, il ne faut pas qu'on se trompe. Tous ceux qui sont partis manifester n'étaient pas des mendiants. Beaucoup qui sont partis manifester ne sont pas venus en disant on veut ça parce qu'on veut être intégré. Ils sont venus manifester parce qu'ils disaient on en a marre de la brutalité policière. Mais que l'on soit clair, il y a des gens qui ne veulent pas une mendicité vis-à-vis de la France. Ce qu'on veut, on l'obtiendra. Certains veulent s'organiser en tant que communauté et qui ne sont dans aucune démarche de victimisation. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Nous prenons la solidarité économique, nous prenons la solidarité culturelle, nous prenons la solidarité politique et nous demandons à notre communauté de cesser d'être inspirée de manière aveugle par le Black Swag américain, alors qu'on s'appelle Sissoko, Dambala ou autre. Qu'on soit clair, SOS de presse, on avait bien précisé conférence de presse. Vous êtes venus quand même. Je veux que vous sachiez qu'on vous aime profondément et c'est pour vous tous qu'on se bat. D'accord? Ne laissez personne. Ne laissons plus personne nous diviser. Je le dis et je le répète, je peux avoir des désaccords méthodologiques avec beaucoup de structures. D'accord? Le professeur Gomez en est une illustration. Mais plus personne ne pourra nous diviser. Si on a des problèmes idéologiques, on les règle à la maison. Mais on ne laissera plus les médias occidentaux nous dire quels sont les bons noirs et quels sont les mauvais noirs. On est tous mauvais par rapport à eux de toute façon. Merci infiniment. Très bien. Tu es venu quand même, mais je te vois partout. Non. Je t'ai même vu dire des bêtises sur moi en vidéo. Mais comme on a dit, on se divise pas, on se divise pas. Ah. Tu es mon papa. C'est pour ça que je vais pas dire plus devant les caméras. L'unité. Ouais. Une photo là, si vous voulez. Ben oui, une photo. D'accord, ok. On va pas rester longtemps parce que sinon le propriétaire risque d'avoir des problèmes par rapport au protocole sanitaire. À la base, je voulais faire des photos avec tout le monde, mais je vois beaucoup de gens sans masque là. Donc...